Ouais. Salut à tous, je m'appelle Sacha et je fais ma première vidéo sur YouTube. Donc ces vidéos seront sur le foot et le sport. Donc je suis en compagnie de Adrien. Bonjour. Et de Mathias. Bonjour à tous. Désolé si nous sommes un peu stressés et que nous rigolons un petit peu parce que c'est bon, c'est le stress de la première vidéo. Donc on fera une vidéo le dimanche pour parler du foot. Ça s'appellera Foot News avec Adrien et moi-même. Et le mardi soir, si c'est possible, avec moi-même et Mathias. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du foot et on va commencer par la Ligue 1. Donc Adrien. Oui, donc nous allons poser des questions sur l'OM qui va très mal en ce moment. Donc Voilà. Sacha et moi, nous allons vous... Alors on est un peu stressé. nos points de vue sur pourquoi l'OM est dans la crise et voilà. Donc voilà. Mathias, as-tu quelque chose à rajouter? Je dirais que l'OM a très mal démarré sa saison et que plutôt elle est plutôt axée sur la Ligue des Champions, donc elle a bien démarré plutôt sa Ligue des Champions. Ouais. Et en l'occurrence, Margareta Louis-Dreyfus va peut-être revendre le club, donc on ne sait pas ce qui se passe à l'OM, mais on verra bien la suite. Ouais, c'est pas... Mais faut que Donc on va quand même vous dire quand même que Mathias est pour Marseille et que Adrien et moi-même sommes pour Lyon. Donc excusez-nous si on est un petit peu... Non, je ne dirais pas ça, mais si on est un petit peu plus pour une équipe, on va essayer de faire le maximum. Donc pour l'OM, d'après toi, Adrien, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, c'est jamais rien passé à l'OM. L'OM, de toute façon, l'année dernière, ils étaient... Mais C'était chanceux comme des malades. Ils marquaient des buts en tout le temps dans la gueule du gardien et ensuite ils marquaient. Donc aujourd'hui, l'OM n'a pas cette grande chance. Et aujourd'hui, l'OM est dans la merde. Donc on voit quand même que Adrien n'aime pas beaucoup l'OM. Donc désolé, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc sincèrement, oui, c'est vrai que l'année dernière, Mathias, ils avaient quand même un petit peu de chance, mais faut dire quand même qu'ils jouaient quand même un peu mieux que... Qu'ils jouaient quand même assez bien, faut quand même l'avouer. Mais cette année-là, on a l'impression que les cadres comme Lucho ou Aloudia n'essaient Vas-y, vas-y. Le problème, c'est qu'avec Marseille, ils disent à Lucho de le vendre et ensuite ils le gardent et ils disent à Lucho, à Gignac de partir et ensuite ils le gardent. Alors après, ils ont acheté Amalfitano parce qu'ils pensaient que Lucho allait partir, mais à la fin, ils sont les deux, donc les deux chamaillent et puis voilà, c'est la merde. Ouais, et Bon, toi, surtout Mathias? en parlant de Gignac, je pense que l'OM aurait vraiment dû l'envoyer autre part parce que je pense que je suis Marseillais, mais bon, Gignac, je trouve vraiment qu'il ne sert pas à grand-chose. En plus, on l'a pris parce qu'il était bon à Toulouse. Il a fait une très bonne année à Toulouse. Après, il a été moyen à Marseille. Mais après, je ne vois pas vraiment à quoi il peut nous servir. Ça a été comme Brandao. Brandao a fait une moyenne saison à Marseille, puis après, il est parti. Donc ça... Là où il était con et pas Gignac. Ouais, non, mais ils ont des difficultés, mais on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à jouer. Et, donc Mandanda sauve quand même pas mal d'occasions parce que je pense franchement qu'il serait beaucoup plus en dessous du tableau si Mandanda n'était pas là parce qu'il sauve un petit peu la casse. Mais en Ligue des Champions, ils s'en sortent pas mal. On dirait qu'ils sont 3 fois plus forts, voire un peu plus même, pour gagner, quand même contre Dortmund et l'Olympiakos. Oui, Mathias. Ah, c'est surtout qu'aussi en Ligue des Champions, on tombe contre des équipes qui ne sont pas bien classées dans leur championnat et qui sont qui ont aussi des problèmes dans leur club aussi. Donc c'est un peu la poule des défavorisés en ce moment. Donc voilà. Et aussi, on a aussi des problèmes par rapport à Lucho et tout ça. Et Amalfitano aura du mal à se placer surtout. Donc je pense que Lucho et Amalfitano vont surtout va y avoir des échanges de jeux et après on ne sait pas comment ça va faire. Oui, mais est-ce que Deschamps est un petit peu abandonné ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Deschamps peut partir de l'OM à cause de ça ou est-ce que les supporters ont entièrement confiance en lui parce que ça a été un grand joueur de Marseille et entraîneur Adrien qui n'a pas l'air très très... Non, mais je pense que Deschamps, il veut pas jouer au foot. C'est-à-dire que son équipe, une fois qu'il a mis un but, il s'arrête de jouer. Et en plus, Marseille, cette année, n'a pas d'attaquant. Il y a 2 ans, ils avaient Niang. Et l'année dernière, ils ont acheté Rémi, qui fait pas une mauvaise saison, et Gignac, ils les ont achetés 36 millions tous les deux. Et à la fin, bah, ils mettent 18 buts sur toute la saison à deux. Donc c'est sûr que si on n'a pas d'attaquant, on peut pas jouer au foot. Et donc, bah, on peut pas mettre des buts et pas faire plaisir au public. Ouais. Mais j'ai l'impression que l'année dernière, le problème était l'attaque, mais cette année, c'est plus la défense avec Nkoulou. Oui, Mathias, qu'est-ce que tu as un truc à dire? Ah, c'est surtout que la défense, on a perdu Taïwo, on a perdu Heinze, donc ça nous fait quelques pointures en moins. Toi, on t'a rien demandé pour l'instant. Donc voilà, et surtout que
On a du mal en défense et on n'a pas vraiment un banc assez important par rapport à d'autres équipes comme Paris. Bon, même s'il y a la Qatari dépendance, mais bon, Ouais. voilà. Et donc, pourquoi acheter des joueurs comme Traoré qui ne on vient, qui on sait pas d'où ils viennent et j'ai l'impression que ça défavorise un petit peu l'OM qui, enfin, ils jouent même pas, donc je vois pas l'intérêt de l'avoir acheté, moi, franchement. Quelqu'un a un truc à dire? Traoré, il est très jeune et bon, ils vont le former et puis dans 2-3 ans, peut-être qu'ils vont le faire jouer et que ce sera une révélation. Mais on peut pas attendre d'un joueur qui vient de nulle part, qui arrive dans un club comme Marseille, qui joue magnifiquement. Ouais, c'est vrai. Mais Gignac, vous pensez qu'il peut revenir au niveau de Toulouse pour réussir à marquer par exemple, à peu près 15 buts dans la saison? Bah, il peut, mais après, il y a de la concurrence parce qu'il y a les deux frères Ayou, il y a Rémi, il y a du monde quand même en attaque, donc il y a Valbuena aussi. Donc je sais pas s'il va le faire jouer très souvent ou pas. Donc, Ouais, mais Ayou a dit qu'il préfère jouer dans l'axe, mais est-ce que vous le trouvez meilleur du côté gauche ou dans l'axe, Adrien? Moi, je trouve qu'Ayou, c'est pas un attaquant de pointe, c'est quelqu'un qui joue dans le couloir gauche, c'est son poste, il joue très bien comme ça, il arrive à mettre des triplés, il fait des très bons matchs. Même si des fois il passe complètement à côté, son poste c'est le côté gauche, c'est pas un attaquant de pointe. Donc voilà, vous avez encore quelque chose à dire ou on peut passer la page OM? Non, moi je voudrais juste dire que si on faisait un peu plus confiance à Gignac, Gignac il serait meilleur aujourd'hui. Ouais, Mathias, tu as quelque chose à dire? faut juste que Gignac perde un peu de poids et après qu'il s'améliore dans son jeu et qu'il donne plus envie à l'entraînement et qu'il s'intègre beaucoup mieux dans le groupe. Voilà. D'accord. Et donc, nous, on va passer à la deuxième thème. Donc, Paris qui a battu Lyon 2-0. Donc, Paris qui passe premier à 3, Qatari dépendance. à 3 points de Lyon et de Montpellier et de Toulouse aussi. Que vous pensez que Paris, maintenant, on peut déjà dire qu'ils peuvent être champions ou Bien sûr, mais c'était déjà le cas au début de l'année. Paris, ils ont un dieu qui tombe du ciel qui leur donne 100 millions d'euros. Alors après, ils achètent des joueurs magnifiques comme Pastore et Gamiro. Franchement, au début de l'année, s'ils ne nous mettent pas à la misère, c'est déjà fait. À mon avis, Paris sera champion cette année. Voilà. Mathias? Bah, Paris risque d'être champion. Après, c'est un peu parce qu'ils ont eu de l'argent récupéré du Qatar, mais sinon, Paris, c'est pas une équipe. C'est quelqu'un qui leur a donné du pognon, qui leur a permis d'acheter une équipe. C'est pas quelqu'un qui, grâce à sa réussite, a pu acheter des gens, a pu se créer lui-même. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui leur donne du pognon. Mais après, c'est même si on donne du pognon à Marseille, Marseille sont champions. On donne du pognon à Paris, Paris sont champions. On donne du pognon à Lille, ils sont champions. Ouais, mais, mais je trouve quand même qu'on parle beaucoup de Paris, mais Paris gagne, mais j'ai pas l'impression qu'ils jouent bien. En fait, je trouve que c'est un peu comme Marseille quand ils ont été champions, ils gagnaient, mais sans forcément jouer comme des dieux ou jouer super bien en fait. Et donc, est-ce que il faut être champion comme ça ou Bah, d'un autre côté, ce qu'on demande aux joueurs de Paris, c'est d'être champions. On leur demande pas de jouer magnifiquement et de gagner tous leurs matchs 5-0, on leur demande de gagner et d'être champions à la fin. Donc c'est sûr que s'ils jouent champion comme ça, ils remplissent leur objectif. Maintenant, c'est sûr que Paris, c'est quand même pas une équipe extraordinaire parce qu'ils jouent tout seuls. Et vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Néné a le ballon, il va le garder. Et c'est pour ça que Pastore, à mon avis, ça fait toute la différence. Parce que Pastore, il marque, il est très fort. Mais en plus, il donne des ballons. Et Gamero, qui est un attaquant qui bouge à chaque fois, si on lui donne pas de ballon, ben, ils ne pourront pas marquer. Et voilà, donc on va passer aussi à Pastore, donc, qui a des statistiques vraiment impressionnantes. Oui. Est-ce qu'il peut continuer comme ça ou ça va faire comme Nenny, il va faire une première partie de saison incroyable en marquant des tas de buts fabuleux et en étant décisif pour l'équipe ou est-ce qu'il et après il va s'arrêter ou vous pensez que ça peut continuer toute l'année et ça pourrait être vraiment un joueur incroyable européennement? bah, je pense qu'il va continuer toute l'année, mais après, je sais pas ce que ça va donner l'année prochaine. Parce que déjà, les buts qu'il met cette année sont magnifiques. Bon, sans vous vexer, les gars, le but qu'il a mis à Lloris, c'était magnifique. Mais bon, Il y a une petite bourde quand même de Lloris, faut bien l'avouer. C'est pas la journée des gardiens de l'équipe de France entre Lloris ouais, et Mandanda. c'est vrai. Donc, en passant sur l'équipe de France, c'est vrai que les gardiens de l'équipe de France sont moyens au début de cette année. Bon, Lloris est beaucoup mieux que Mandanda, ça c'est vrai, mais bon. Voilà. Et après, donc, en revenant sur Pastore, oui, donc comme je disais tout à l'heure, là, je pense qu'il va continuer comme au début de cette année. D'accord, mais est-ce Moi, que je pense que ouais. Pastore sera toujours très fort, mais le problème, c'est que si jamais il a une blessure assez grave, qu'il joue pas pendant 2 mois, il peut revenir à un niveau beaucoup plus inférieur, comme Gignac qui s'était blessé à Toulouse, et quand il est revenu la saison dernière, il a mis 8 buts au lieu de 21 la saison Ah, comme tous les joueurs, dès qu'ils ont une blessure, c'est plus difficile de reprendre, donc le niveau baisse un petit peu.
D'accord. Donc voilà, on a passé sur Pastore. Et Paris, vous avez quelque chose à dire sur Paris? Bah, comme on disait au début de cette page, Paris risque très fortement d'être champion, à moins qu'ils aient beaucoup de blessures ou qu'il y ait des problèmes à l'intérieur du club, mais sinon ça m'étonnerait qu'ils ne gagnent pas cette Ligue 1. Oui, mais le problème, c'est qu'il peut y en avoir des problèmes à l'intérieur du club. Oui, mais et est-ce que Paris, donc pour vous, peut pas gagner ce championnat, mais est-ce qu'ils peuvent réussir à gagner aussi l'Europa League? Non, Non. Tottenham, ils sont beaucoup trop forts. Tottenham, c'est vraiment une équipe, franchement, qui joue vraiment au ballon, qui joue en équipe et qui a des joueurs d'une classe immense, comme Paris d'ailleurs. Mais la différence entre Tottenham et Paris, c'est que Tottenham, c'est une équipe qui joue toujours au ballon, qui a l'impression, qui va toujours en Europa League depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Les dernières, ils ont fait une demi ou un quart de finale en Ligue des Champions. C'est une équipe habituée aux coupes européennes et D'accord, et moi, Mathias? franchement, Bah, ça m'étonnerait qu'ils gagnent l'Europa League. Ils risquent d'aller au moins au quart de finale. Ouais, oui, peut-être demi-finale. Moi, je viserais plus les quarts de finale. Il y a quand même de grosses équipes comme au championnat anglais, il y a eu des changements de tête de série plutôt, on pourrait dire. On peut dire aussi que faut pas oublier qu'il y a ceux de les troisièmes des poules de Ligue des Champions qui vont redescendre en Europa League. oui, Oui. mais ça, c'est vraiment un gros problème parce que si Marseille continue comme ça en Ligue des Champions, ben, c'est-à-dire Arsenal ou Dortmund, ils vont en Europa League. Et franchement, Dortmund, ils ont encore gagné 4-0 dans la championnat hier. C'est une équipe qui joue vachement bien. Et On en reparlera. ouais, Ouais, mais c'est- vraiment, c'est. Oui, Mathias, quelque chose à rajouter? Bah, sinon, Paris risque d'avoir du mal dans le deuxième tableau de l'Europa League, mais sinon, leur poule, je pense qu'ils vont terminer premier. D'accord. Faut pas oublier que l'Ajax ou Lyon, ou même Lille, qui est pas très bien parti, peuvent aller en Ligue Europa. Et c'est toujours très difficile de jouer des clubs français à domicile quand on est français soi-même. Mais est-ce que ce serait pas mieux que, par exemple, pour parler des clubs français, que tous les clubs français aillent en Europa League, ils auraient beaucoup plus de chances de gagner la Ligue des Champions. Parce que ça, il y a un problème de budget, on l'a encore vu, c'était au début de l'été. Lyon, ils avaient un chèque de 20 millions d'euros s'ils passaient en Ligue des Champions, ce qui a été fait. Donc c'est sûr que quand tu peux gagner 20 millions d'euros, c'est quand même une somme assez énorme. Ben c'est sûr que autant aller en Ligue des Champions. À chaque passage de Ligue des Champions, tu gagnes des sous, tu gagnes encore des sous, tu gagnes beaucoup plus de sous que si tu étais en Europa League. Mais je dirais vraiment que le football, maintenant, c'est plutôt une affaire d'argent plutôt que l'envie de jouer au football. Donc, si je fais une petite parenthèse dessus, c'est que je trouve que le football est moins bien que dans les années 90 où il y avait beaucoup moins d'argent en jeu. Et donc, voilà. D'accord. Donc Paris, donc champion, d'après vous. D'accord. Est-ce que pour vous, quel serait le plus gros prétendant pour essayer de battre Paris cette saison? Moi, franchement, c'est pas parce que je suis lyonnais, mais j'ai vraiment trouvé que cette année, Lyon, il jouait au ballon, il jouait pas tout seul. Alors maintenant, je pense que le match de Lyon cette année, c'est Lyon-Nancy. On va voir si Gourcuff a le niveau d'il y a 3 ans. Et si Gourcuff a le niveau d'il y a 3 ans, Paris peut avoir des ennuis. Oui. Maintenant, Marseille peut aussi revenir, avoir un petit coup de plus chanceux qui leur permettrait de revenir au niveau de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Et à ce moment-là, ce serait plus du tout pareil. D'accord. Et donc, plus personne pour Paris? Non, c'est bon. Non, ça va aller. Si. Bah, moi, je dirais que pour la fin de championnat, il y aurait Lyon, oui, bien sûr, mais Marseille, ça m'étonnerait qu'ils reviennent aussi haut. Donc, déjà, si on arrive dans les 8 Faut quand premiers. même signaler qu'ils ont 11 points de retard sur Paris, Marseille. Hmm. Donc 11 Oui, mais, points déjà sur Paris après on 9 ra- journées ou 10 journées. On rappelle quand même que la saison passée, Marseille et Lyon, bon, ils n'avaient pas le même nombre de points d'écart, mais Lyon et Marseille étaient très mal classés de la Oui, saison mais passée. le problème, c'est que l'année dernière, les gros étaient pas très bien partis tous ensemble. Ils n'étaient pas très bien partis. Paris avait gagné son premier match, mais n'avait pas bien joué. Maintenant, on sait que Paris, après, ils jouent Ajaccio, Caen et Dijon. Ils gagneront ces 3 matchs, ils auront 9 points. Donc si Marseille ne gagne pas leurs 3 matchs d'après, c'est fini, ils les rattraperont plus jamais. D'accord. Donc, on va passer aussi par Lyon. Donc, Lyon qui va récupérer Lisandro, Gourcuff, tous leurs blessés. Autant-ci, mais il n'y aura pas Kallström et Lovren suspendus. Donc, Lyon va passer quand même un mois d'octobre assez compliqué en jouant Nancy, le Real, Lille, le Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, Saint-Etienne en championnat et le Real Madrid. Donc, non, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là. Donc, est-ce que Lyon, dans ce mois d'octobre, peut perdre beaucoup de points par rapport à Paris? Je pense surtout qu'ils peuvent perdre beaucoup d'énergie. Par exemple, moi je dirais franchement, je suis pour Lyon et tout. Je pense que le Lyon Real de Madrid à domicile, il faut jouer à fond
Et vraiment, on peut gagner ce match, mais par contre, le Real Lyon à Santiago Bernabéu, il faut pas jouer. Parce que je pense que l'année dernière, on avait joué à fond, on avait pris 3-0. Alors, ok, on n'avait pas la même équipe, on jouait pas aussi bien, mais même si on met la grosse équipe, on perdra. Donc, ça sert à rien de jouer ce match. Il faut reposer les gens et mettre des jeunes comme Lacazette, Grenier-Pied qui jouent très bien et leur laisser leur chance en Ligue des Champions. D'accord. Bon, sinon, En Mathias. parlant de laisser reposer les gens, je pense qu'il faudrait laisser plutôt Gomis sur le banc contre le Real et le faire jouer en championnat. Donc, je pense que c'est une plus grosse option pour Lyon en ce moment que, que la Ligue des Champions. Je pense que même ils pourraient arriver en Europa League juste en perdant leurs 2 matchs contre le Real. Donc, je pense que ce serait pas trop grave. Donc, sinon, Lyon peut gagner quelque chose cette saison au bout de 3 ans sans titre. Est-ce que avec Claude, pardon, pas Claude Puel, non, avec Rémi Garde, ils peuvent réussir à regagner quelque chose? Le championnat, ça m'a l'air compliqué avec Paris devant, mais une coupe, Coupe de France, Coupe de la Ligue, est-ce que c'est possible? Mais Je ça risque pense d'être que compliqué. c'est l'objectif premier de Lyon cette saison, c'est remporter un titre. Alors franchement, moi la Coupe de la Ligue, je vois pas vraiment l'intérêt de cette coupe, mais c'est une coupe où tu gagnes en faisant 4 matchs, en gagnant 4 matchs, donc franchement c'est une coupe à prendre. Maintenant, si Paris, Lille, Marseille décident tous de jouer cette coupe-là, ça sera compliqué. Mais déjà, il y a aussi un grand intérêt financier. Quand tu gagnes cette coupe, tu gagnes à peu près plus de 1 million d'euros. Oui, mais 1 million, c'est rien du tout. Mais 1 million, c'est quand même beaucoup. Mais plus quand tu passes les tours, tu gagnes aussi beaucoup d'argent. Donc c'est plus une coupe financière, je pense, pour les clubs qui la gagnent. Ils le jouent surtout pour avoir l'argent, pas pour gagner le trophée. Non, non. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est plutôt une affaire d'argent, le foot, hein, vraiment. Ouais. Donc sinon, je voudrais faire une petite parenthèse sur Maïga, qu'on avait vu voulait partir de Sochaux. Et depuis quand même qu'il rejoue, il joue pas mal. Il a marqué 2 buts en 2 journées. Donc est-ce que Maïga peut changer? Ah, je pense que Sochaux, c'est une équipe qui joue avec Martin qui m'impressionne vraiment de plus en plus. Martin, c'est un mec qui lève le ballon et donc qui regarde où il va passer le ballon. Et quand tu as un attaquant et que tu as un Lionel Messi pour donner les ballons ou un Marvin Martin, c'est sûr que tu te retrouves 10 fois en bonne position pendant le match. Donc si t'en es pas 1 sur 10, c'est un peu idiot. D'accord, donc on va finir cette partie Ligue 1 en disant les 4 premiers. Donc premier Paris Saint-Germain avec 20 points, deuxième Montpellier avec 17 points, troisième Lyon avec 17 points à la Différence de but, plus 6 pour ouais, différence de Lyon, but, plus ouais. 7 pour Montpellier. Et 17 points aussi pour Toulouse, quatrième. Ouais, on va ouvrir la page Angleterre maintenant avec Liverpool qui a gagné. Et est-ce que Liverpool peut réussir à redevenir européen Ah oui, mais oui, bien sûr. Bien sûr, Liverpool sera européen la semaine prochaine. l'année prochaine? Oui, l'année prochaine. Mais à mon avis, les deux premiers seront Manchester City et Manchester United. Ensuite, il y aura Chelsea. Moi, franchement, je vois bien Liverpool quatrième. Arsenal, à mon avis, c'est fini pour au moins une bonne année de difficultés. Après, on verra. Mais d'ailleurs, on va revenir à ça après. Mathias, pour Liverpool alors. Bah, Liverpool a vraiment un meilleur jeu que l'année dernière ou que l'année d'avant parce qu'ils avaient vraiment faibli par rapport aux années 2000. Donc oui, je pense que cette année, ils vont réussir à se placer dans les 5 premiers. D'accord. Donc aussi, on va parler de Manchester. Donc les deux Manchester, dont City qui a gagné 4-0 et United 2-0. United a enchaîné 3 matchs plutôt moyens quand même, il faut le dire. Avec le championnat contre Stoke City, ils avaient fait 1-1. En Ligue des Champions 3-3 contre Bâle et là 2-0, je ne sais plus contre qui, apparemment. Euh, mais ils jouent un peu moins bien et j'ai l'impression que City, quand même, en Ligue des Champions, ont du mal, mais en championnat, vraiment, ils déroulent. Les champions sont très décevants. Je pense que même si on joue le Bayern c'est toujours compliqué. Si maintenant, pour parler de Manchester United, je pense qu'ils ont pris peut-être 1 ou 2 matchs à la légère. Maintenant, franchement, gagner un match de 0, tu gagnes bien le match quand même, il n'y a pas trop de difficultés à dire. Ils ont été surpris par une équipe, ça faisait un bail qu'ils ne s'étaient pas pris 3 buts dans un même match. Donc voilà, peut-être un petit problème de concentration, je sais pas. Mathias, t'as un truc à dire sur Manchester? À Manchester City, bah, déjà qu'ils ont en Ligue des Champions, ils perdent 2-0 contre le Bayern, mais Ribéry était vraiment en forme à ce moment-là. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard et donc voilà. Mais sinon en championnat, je pense qu'ils se sont dit on a des bons joueurs,
on va y aller doucement au début, mais je pense qu'ils ont mal géré leur début de championnat. D'accord. Et on voit en Rooney et Agüero quand même en grande forme, hein. 8 buts, 8 buts et 7 pour 8 pour Rooney, 7 pour Agüero. Est-ce qu'ils ils peuvent continuer sur ce rythme, mais ça fera un nombre de buts incalculable quand même. Mais on voit que là, depuis aussi 2-3 matchs, ils commencent à s'arrêter de marquer. Est-ce qu'il y a un surplus de confiance ou quelque chose dans le genre? Je pense que s'arrêter de marquer, Rooney, il a déjà pas mis de but pendant 2 matchs. C'est pas catastrophique pour un attaquant. C'est pas un problème, non. C'est vraiment pas un problème. Bon, ils sont dans des équipes tellement fortes que même s'ils sont en manque de confiance, ils mettront un but tous les 3 matchs. D'accord. Et Mathias, tu as un truc à dire pour Bah, finir sur les Manchester? mm. Bah, Rooney et Agüero sont des grands buteurs, donc ça m'étonnerait qu'ils s'arrêtent de marquer aussi rapidement. D'accord. Et sinon, tu as autre chose à dire sur Manchester? Bah, sinon, sur Manchester, je pense qu'ils risquent de terminer dans les deux premiers, mais après, sur les deux Manchester, je sais pas dans quelle position. D'accord, donc les deux Manchester, on a fini, c'est bon. Donc on va parler aussi de maintenant Arsenal, donc qui contre Tottenham a perdu encore une fois, mais c'était pas forcément mérité. Ils ont quand même pas mal joué et Arsenal joue, on va dire quand même assez bien, mais perd ses matchs. Donc c'est ça, un malchance, je sais pas, un manque d'expérience. Non, je pense pas. Je pense qu'au début de la saison, ils avaient un gros problème parce qu'ils venaient de prendre Fabregas, ils venaient de vendre Nasri, donc ils n'avaient pas prévu ça, même s'ils sont bien, ils ont gagné 70 millions d'euros ou quelque chose dans le genre à la fin. Je sais pas. Je pense que Arsenal, en perdant ses joueurs, a perdu beaucoup. Maintenant, le match contre Tottenham, je ne l'ai pas regardé en entier, mais j'ai trouvé qu'il y avait des bons trucs, bons fonds. Peut-être que on commence à s'habituer à jouer sans grande star, entre parenthèses. Et donc, à mon avis, Arsenal, ils font... si jamais ils arrivent à aller en Ligue des Champions, ce sera le plus grand exploit d'Arsène Wenger avec ce club. D'accord, mais est-ce que si Arsenal va pas en Ligue des Champions, est-ce que ça sera la fin de l'ère Wenger ou Non. Non. Non, je pense que quoi qu'il arrive, la faute, c'est pas d'Arsène Wenger, c'est pas dans l'entraîneur, c'est. Avec Arsenal, ils ont pas assez de joueurs, je sais pas. C'est juste qu'Arsenal a du mal à s'habituer à la perte de Clichy, de Nasri ou de Fabregas. Donc après, il faut qu'ils arrivent à se remettre dans le jeu, à se dire qu'ils sont plus là et à essayer de jouer à leur jeu sans eux. Donc après, on va voir la suite du championnat. D'accord. Donc, est-ce que Arsenal comment dire, peut jouer un titre cette saison ou avec les. Moi, je trouve quand même qu'ils ont quand même d'assez bons joueurs comme Gervinho qui je trouve franchement impressionnant et Van Persie aussi. Il y a pas mal d'autres joueurs. Mais qu'est-ce qui leur manque à Arsenal pour réussir à revenir à leur meilleur niveau? Il manque de la confiance. À mon avis, s'ils gagnent deux matchs par 2-3 buts d'écart, la confiance sera un peu plus là et réussiront des matchs. Mais à mon avis, cette année, il ne faut pas m'attendre trop d'Arsenal. Moi, franchement, je vois bien Arsenal terminer dans 5-6-7. Mais au-dessus, ça me paraît trop fort. D'accord. Et Mathias, t'as un truc à Mais dire? de toute façon, pour l'instant, dans le championnat anglais, il y a des joueurs trop bons dans les autres équipes. Donc ça m'étonnerait qu'Arsenal arrive à leur niveau. D'accord. Et donc on avait aussi parlé de, euh, de Lampard qui on disait qu'il était fini. Il ne marquait plus, il ne servait plus à rien. Et contre c'était quelle équipe? Je sais plus, mais il a Je marqué sais un plus. triplé avec Il a Chelsea. marqué un triplé. Est-ce que c'est le grand retour de Lampard ou c'est juste anecdotique ces 3 buts qu'il a mis? Moi, je pense que de toute façon, Lampard, je vois pas pourquoi on disait que Lampard était fini. Lampard, c'est un joueur super. Sans Lampard, Chelsea ne serait pas là aujourd'hui. Ensuite, je pense que c'est pas parce qu'un joueur marque un triplé dans sa vie que ça va être le meilleur joueur du monde. Il faut pas dire ça comme ça. Non. Mais à mon avis, Lampard n'a jamais été fini et ça n'est jamais un renouveau. Tiens. Bah, il commence à vieillir, donc son niveau baisse normalement comme d'habitude. Ouais. Mais sinon, oui, il a toujours un très bon niveau. Donc c'est toujours un des grands joueurs de Chelsea. D'accord. Donc on va aussi finir cette page. On va finir cette page Angleterre avec Tevez qui n'a pas voulu rentrer au match de Ligue des Champions contre le Bayern. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il n'a pas entendu les consignes ou qu'il l'a vraiment fait exprès?
Il l'a fait exprès, mais bien sûr, bien sûr. Genre, Mathias? Bah, Tevez, déjà, il y a du monde quand même à City comme comme attaquant, mais sinon, je ne comprends pas vraiment pourquoi il n'a pas voulu rentrer. Parce que son équipe avait quand même du mal, donc Ouais. Mais aussi, je trouve que personnellement, Mancini ne fait pas jouer Tevez. Je trouve ça quand même un petit peu. Comment dire, ça se fait pas trop vu la saison incroyable qu'il a fait la saison passée avec City. Il ne le fait pas jouer. Certes, il a eu la Copa América, mais pourquoi ne pas le faire jouer? Il est peut-être déçu de ne pas avoir joué, donc il commence un peu à s'énerver. Sans ça emmerde tout le joueur de pas pouvoir jouer un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, qui est quand même une énorme équipe. Maintenant, je pense que ils ont un milliardaire à leur tête, City, et ils ont acheté Agüero, et l'entraîneur a choisi entre Agüero et Tevez. Il a choisi Agüero, Tevez s'énerve, c'est normal. Mais Dzeko, il pourrait être sur le banc hein, et Tevez Non. rentrer. Non, Dzeko, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un joueur super. C'est un joueur aussi qui peut prendre des ballons de la tête. Et si jamais on fait des centres, Dzeko, il est plus grand que tout le monde, il pourra les prendre. Mais Tevez et Agüero, c'est deux petits gars, donc on peut plus faire de centre en tête. Il y aura beaucoup de problèmes pour les latéraux, ça va faire un problème. Non, moi je trouve que Agüero Dzeko, c'est vraiment très bien. D'accord. Et aussi pour Tevez, qui pourrait aller à Annecy, Makashkala. Comme Eto'o, Zirkov ou Dujak, le joueur du PSV l'ancien joueur du PSV Eindhoven. Est-ce que c'est comment dire? Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? bah, pour lui, ça serait gagner de l'argent. Donc après, ce serait plus un joueur de foot, ce serait plutôt quelqu'un qui veut juste gagner de l'argent. Comme beaucoup de joueurs. D'accord. Donc c'est bon Tevez. Oui, Ouais. Mm. Donc Italie. La première défaite de l'Inter sous Ranieri, sous les Ranieri. Il jouait une énorme équipe de Naples. Naples qui vraiment, on va le voir tout à l'heure, mais c'est vraiment une équipe qui joue vraiment au ballon. Ils arrivent à gagner 3-0. Je suis même pas sûr que Cavani était titulaire. Non, il n'était pas titulaire. Voilà, donc Il était blessé. ouais, donc c'est vraiment impressionnant. Naples, c'est vraiment un candidat vraiment très 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 sérieux au titre. Maintenant, pour parler de l'effet Ranieri, c'est un effet qui, à mon avis, va avoir lieu, mais qui prendra beaucoup de temps. Mathias, en tout cas, Bah, rajouté. l'Inter a du mal cette année aussi. Donc depuis l'année dernière, ils avaient faibli un petit peu. Mais cette année, ça va être en train de se confirmer. Mais bon, sinon, je vois pas vraiment grand-chose à dire. Donc on va passer aussi à Mexès qui va revenir de blessure avec Milan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Mexès? Est-ce qu'il peut... Milan, ils ont vraiment besoin du retour de Mexès. Milan, ça va pas très bien aussi. Hein. Les deux Milan, Ouais, c'est vrai. c'est moyen. Donc on parle beaucoup de l'Inter, mais on pourrait me parler aussi de l'AC. Moi, je trouve que l'année dernière, à mon avis, c'était l'année où jamais pour Milan de gagner le titre. Ils l'ont fait. Maintenant, moi, franchement, je vois pas ce qui pourrait empêcher Naples de devenir champion, même si la Juventus joue très très bien en ce moment. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, et Mathias? Personnellement, l'AC Milan, pas en très grande forme, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'ils vont remonter dans le championnat. Et donc, en autre thème, Naples, inarrêtable. Est-ce que quelle équipe en Italie pourrait espérer faire chuter cette équipe de Naples, même sans Cavani arrive à gagner 3-0? Bah, comme disait Adrien tout de suite, là, la Juventus joue très bien, donc ce sera une des équipes à affronter pour Naples. Donc après, on verra ce qui se passera lors de ce match. D'accord. Adrien? Oui, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Et donc, le Milan tombe et la Juve renaît. Qu'est-ce qui s'est passé à la Juventus? On a parlé du transfert de la décennie avec Pirlo. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la Juventus qui, quand même, fait un début de saison, un très très bon début de saison. Bah, personnellement, je n'ai pas vraiment suivi l'actualité sur la Juventus, donc après. Bah, moi non plus. Je pense juste que voilà, c'est peut-être un. Peut-être que la Juventus a décidé de jouer au ballon. Ils ont peut-être des jeunes joueurs qui commencent à arriver aussi. Ouais, mais aussi on a vu quand même qu'ils ont acheté pas mal de joueurs comme Vucinic, Elano, Pirlo. C'est vraiment des bons joueurs. Ils ont vraiment acheté des bons joueurs. Elano, Vucini, c'est vraiment très très fort. Elano, il est vraiment fort aussi. Donc je sais pas. Oh, Elano, oui, oui. Elano, c'est peut-être le transfert, oui, les transferts qui leur permet aujourd'hui
d'espérer quelque chose. Et à mon avis, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit Naples, soit la Juventus. D'accord, et aussi une petite parenthèse sur la Juventus. Mathias va m'aider à répondre à cette question. Del Piero, c'est fini? Bah, Del Piero, ça m'étonnerait qu'il puisse revenir à son niveau d'avant, mais je pense qu'il peut encore jouer assez bien ou à un bon niveau avec la Juventus. D'accord, Adrien, tu veux rajouter quelque chose sur Non, Del non, Piero? à mon avis, il va garder son niveau pendant. Allez, moi je dis 2 ans. Dans 2 ans, il doit prendre sa retraite, sinon il regrettera. D'accord, donc maintenant, on a oublié de dire aussi le classement en Angleterre. Donc, Manchester United premier avec 19 points, même nombre de points qu'avec Manchester City, différence de but. Chelsea troisième avec 16 points et Newcastle 15e. Oui, d'ailleurs, Newcastle, ce n'est plus Arsenal, le club Frenchie d'Angleterre, c'est Newcastle avec Cabaye et deux, trois autres Français. Je pense que Cabaye, ça a toujours été un très bon joueur si on parle de Cabaye. Ah non, j'ai pas suivi Newcastle, j'ai beaucoup suivi City et United, j'ai vu leurs matchs, ils ont très bien joué, mais je sais pas, Newcastle. Newcastle est invaincu en Angleterre. Oui, mais quand même, je veux pas dire, mais ils ont fait 0-0 face à Arsenal chez eux, alors que des équipes ont réussi à les battre comme Blackburn. Donc ça veut quand même dire que même si c'était le début de saison, Newcastle a des faiblesses. Maintenant, c'est super pour eux qu'ils soient cinquième, ça faisait un bail que ça n'était pas arrivé. Bah, Newcastle est un des clubs assez importants en Angleterre, alors qu'avant on ne les voyait pas, on ne les voyait pas beaucoup. Depuis qu'il y a des grands joueurs qui viennent, un grand entre guillemets, voilà. Mais donc voilà. Et ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent à bien se placer dans le championnat à la fin de l'année. D'accord. Bon, alors on va finir cette page Italie. Donc, premier, la Juventus. Deuxième, l'Udinese, 11 points, comme la Juventus. Naples, 10e. Palerme, 4e. D'ailleurs, Naples 10 points, hein, pas 10e. oui, oui, 10 points, excusez-moi. Donc, il y a aussi l'Udinese avec Di Natale, double fois meilleur buteur de la Serie A, et qui est bien parti pour faire le triplé, hein. Non, Cavani sera meilleur buteur en Italie, c'est sûr. Bah, personnellement, j'ai pas vraiment suivi l'Udinese. J'étais plutôt axé sur les Milan, la Juventus et Naples. Donc, D'accord, mais on voit qu'il marque quand même, donc j'ai l'impression qu'il. Ah, je sais pas trop. Il a été très bon dans le barrage de Ligue des Champions face à Arsenal, il marque. Il met un beau but d'ailleurs, mais bon, je sais pas. Ça peut être, il peut très bien faire. Je sais pas, moi je le vois bien faire 2 troisième meilleur buteur cette saison. Mais à mon avis, en tant que meilleur buteur, Cavani est beaucoup plus fort que lui, il est plus jeune. Et D'accord, Ouais. Mathias, pour finir Ah, rien à Italie. rajouter. Donc, l'Allemagne. Neuer rentre dans l'histoire du Bayern, de la Bundesliga, comme étant le gardien le plus. Qui s'est pris. Il s'est pas pris de but pendant le plus grand laps de temps. Est-ce que Neuer peut devenir le meilleur gardien du monde? Quelqu'un, bah, je pense que quand tu es au Bayern, de toute façon, le Bayern, ils ont une très bonne défense, ils ont des très bons joueurs, ils ont une équipe qui va vers l'avant. Et quand tu t'appelles le Bayern, tu as, je sais pas, 60% de possession de balle. Donc c'est sûr que si l'équipe peut réussir à faire 3 tirs dans tout le match, ben, c'est sûr que tu peux pas te prendre beaucoup de buts. Non, à mon avis, Neuer, c'est vraiment un très bon gardien. Mais c'est pas grâce à Neuer qu'aujourd'hui que le Bayern est très fort, c'est grâce à toute l'équipe elle-même. C'est comme disait Adrien, c'est vrai que le Bayern a une très grande défense, donc on peut pas voir toutes les capacités de Neuer. Donc après, on verra peut-être plus tard si le Bayern a des problèmes en défense, mais bon, pour l'instant, on ne verra pas vraiment Neuer à l'action. Adrien, Oui, je voulais oui, juste tu dire vois. que la Bundesliga, c'est vraiment un championnat extraordinaire. Tu vois des matchs 3 partout à chaque fois. Donc c'est sûr que quand tu vois 3 partout dans chaque journée et que tu vois que le Bayern ils prennent tout le temps 0 but, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui se passe au Bayern aujourd'hui. D'accord. Et en parlant de Neuer, meilleur gardien du monde, j'aimerais que vous nous faisiez la liste pour vous des 3 meilleurs gardiens du monde. Pour moi, personnellement, je trouve qu'en ce moment, on n'a pas une période de grand gardien de but. Je trouve pas qu'il y en ait un qui soit vraiment au-dessus de tout le monde. Non. Mais pour moi, je mettrais Neuer, Lloris et Valdés, pardon. En mettant peut-être Lloris premier parce qu'il est quand même plus sollicité, on voit plus ses capacités. Neuer deuxième et Valdés troisième. Un pur lyonnais. Oui, non, mais je vois pas quand même quel gardien est plus sollicité que Lloris. Et ils montrent vraiment, chaque match, il est toujours présent.
Neuer, bah, il se prend pas de but, donc forcément, Moi, je vois t'es un bien bon gardien. De Gea, le gardien de Manchester United. De vrai. Ouais, mais c'est vraiment un gardien super. Moi, je mettrais De Gea, Lloris, Neuer. Bah, personnellement, moi, je mettrais Neuer, Victor Valdes et Casillas. Casillas qui n'est pas vraiment mis à contribution, mais qui nous a montré l'année dernière ses talents. Oui, le problème, c'est que Casillas, moi, j'ai toujours été un grand fan, mais ouais, cette année, il fait rien. Vraiment, je trouve pas qu'il fasse grand-chose. On va en reparler quand on fera l'Espagne. Donc aussi, il y a Dortmund Ça réveille, oui. en Ligue des Champions. On dirait qu'il y a le syndrome Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il n'y arrive pas. En championnat, ça va de. Il y a des hauts et des bas. Et là, on commence quoi. Peut-être que c'est le réveil de Dortmund. Oui, mais le problème, c'est comme tu viens de le dire, il y a des hauts et des bas, et c'est pas parce qu'ils viennent de gagner 4-0 contre un relégable, alors que eux, ils sont champions en titre, ils doivent. Normalement, c'était prévu qu'ils leur mettent 4-0, ils leur ont mis 4-0, ça veut dire que pour le moment, tout est respecté, je crois qu'ils sont 6e de la Bundesliga, ils sont à 6-7 points du Bayern. 6-7 points, c'est absolument rien du tout. C'est 2 victoires. Non, non, moi je pense que Dortmund, c'est toujours une équipe qui joue ballon, qui a beaucoup de jeunes, et qui ont des très bons joueurs individuels, et voilà. J'adore. Bah, Dortmund, comme je le disais tout à l'heure, ils sont dans la poule avec des clubs qui ont un peu de mal dans leur championnat, comme bah, Arsenal, comme on en a parlé avant, Marseille aussi. Donc, Juste une petite parenthèse, l'Olympiakos est le club le mieux classé du monde, c'est-à-dire celui qui a le plus de points, enfin, le mieux classé au club au monde. Comment dire? C'est eux qui ont le plus de points dans tous les championnats. en même temps, l'Olympiakos en Grèce, il n'y a pas vraiment de championnat. Il y a 4-5 équipes et après, c'est fini. On pouvait faire quelque chose de bien, désolé de t'avoir interrompu. Bah, sinon, je disais pour Dortmund, je pense qu'ils ils vont pas avoir le titre. Bayern va gagner, mais Bayern va l'avoir, mais sinon, ils vont terminer dans les 3 premiers. D'accord. Et en parlant de Dortmund, on dit qu'il y a un prodige allemand qui s'appelle Götze. Contre Marseille, il a été transparent. Pour leur victoire 4-0, il a marqué. Mais franchement, moi, je le trouve pas si exceptionnel que ça. Bah, personnellement, Götze, je l'ai pas vraiment vu à l'action contre Marseille. Après, quand ils ont gagné 4-0, j'ai pas vu le match. Mais ça m'étonnerait qu'il soit un grand prodige. Il peut peut-être faire quelque chose plus tard, mais sinon, non. Moi, je pense que c'est un Allemand typique qui joue au ballon, qui donne des passes décisives et qui marque des buts de temps en temps. Non, je vois pas pourquoi on l'appelle le grand prodige, non? C'est comme Ben Arfa, je sais pas, voilà. D'accord. Donc le classement, on a. Non, oui, j'avais oublié. Van Gaal qui pourrait revenir en Allemagne. Est-ce que vous êtes pour ou contre Van Gaal? Après, tu as l'air très inspiré sur ce thème. Moi, je pense que Van Gaal, c'est un très bon entraîneur, mais qui a ses manies aussi. Faut pas oublier que Luis Van Gaal, c'était l'adjoint de José Mourinho. Donc, José Mourinho, c'est quand même pas n'importe qui. Ah, personnellement, je suis contre, parce que, comme tu le disais, Adrien, c'était l'adjoint de José Mourinho, qui a pris ses habitudes un petit peu. Comme je ne suis pas vraiment pour José Mourinho, ça m'étonnerait que. Enfin, je suis contre aussi. D'accord. Moi, ça dépend en fait. Il peut faire de bonnes choses comme il peut en faire de mauvaises. Voilà. Tu donnes le classement, s'il te plaît? D'accord. Donc le classement allemand, on me parle un peu mieux que ça, Adrien. Donc le Bayern évidemment premier avec 19 points. Le deuxième, le Werder de Brême avec 16 points. Mönchengladbach, je dis peut-être mal. Troisième avec 16 points. Et quatrième, Schalke 04 avec 15 points. Avec notamment un triplé de doublé de Huntelaar. Ouais. Schalke d'ailleurs qui revient bien par rapport à la saison catastrophique de l'année dernière. Ah non, l'année dernière, ils ont fait une saison catastrophique si tu parles que du championnat. Ils sont quand même allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui, mais je trouve pas qu'ils ont fait des prestations extraordinaires. De la Ligue des Champions. Tu vas pas en demi-finale de la Ligue des Champions, c'était une mauvaise équipe. Mais on voit bien qu'ils se sont pris quand même une assez grosse fessée par Manchester United. Bah, de toute façon, je pense que l'année dernière, ils ont vu qu'ils iraient loin en Ligue des Champions, donc ils se sont plus axés sur ça. Donc ils ont un peu laissé tomber le championnat. Moi, je suis presque tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont d'abord vu que le championnat, ils gagneraient jamais, donc ils ont joué la Ligue des Champions. D'accord. Donc on passe maintenant à l'Espagne. Pas mal de choses à dire.
Donc, le Real a mis 4-0 Normal. contre l'Espagnol de Barcelone, dont un triplé de Higuaín. Est-ce que ça peut redevenir un danger pour Benzema? Je pense que de toute façon, quand on joue au Real, on marque 3 buts. Alors après, je pense que Higuaín il est meilleur que Benzema. Et on fait trop délat sur Benzema. Quand tu as des coéquipiers à côté de toi qui s'appellent Ozil ou Cristiano Ronaldo, tu as 30 ballons par match. Donc n'importe quel attaquant, même moyen, il marquera des buts. Et si on joue individuellement, moi je pense qu'Higuaín il mérite sa place au Real. Bah, Benzema est un peu à un niveau un petit peu inférieur à Higuaín. Donc après, ça va être une lutte entre deux pour avoir la place de titulaire. Et après, ça m'étonnerait qu'Higuaín se laisse faire. Et Higuaín, comme je disais, là, il a un plus grand niveau. Donc on verra plus tard. Ok. Il y a aussi Malaga, la bonne surprise, ou pas? C'est. Enfin, je dirais, Malaga, ils ont aussi été achetés par les Qataris. Oui, mais Ils Malaga, c'est ont- quand même un plus petit club, d'un côté. Oui, mais c'est un plus petit club qui l'année dernière était entre 10 et 15e place. Ils ont été achetés par des Qataris. Et, ils ont acheté tous les noms, par exemple, en Lyonnais, qui est allé voir. Donc, D'ailleurs, qui apparemment fait de très très bonnes prestations là-bas. Je ne regarde pas les matchs de Malaga, mais, moi non plus, mais voilà. j'ai vu ça sur internet et sur des sites de foot. Ah ouais, mais à mon avis, c'est vraiment désolant parce que, comme disait Mathias aujourd'hui, il y a des gens qui ont plein de pognon qui achètent, qui donnent du pognon aux gens, et c'est grâce au pognon qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes sont champions ou font des très bons résultats. Oui, donc Malaga, une surprise, bah, je dirais que oui, parce que je pense que ça va être une montée en puissance, mais ça m'étonnerait qu'il reste à ce niveau-là tout le championnat. Donc je pense que ça va être pour les 5-6 prochaines journées, je pense qu'ils vont rester à ce niveau-là, mais après ils vont redescendre. D'accord. Il y a aussi Mourinho, hein, Mhm. qui, comme d'habitude, en fait trop et prend 2 matchs de suspension. Ah bon? Ouais. C'est pourquoi il a fait 2 matchs? Je sais plus, je l'ai lu dans un magazine Que l'on ne citera pas. que l'on ne citera pas, qui peut commencer par France et se terminer par football, euh, ou, euh, ou l'équipe. Voilà, c'est dit. Euh, je sais plus pourquoi, mais il en fait. Est-ce qu'il en fait vraiment trop ou je sais pas, c'est sa personnalité, mais on dirait quand même qu'il en fait trop. Est-ce qu'il pourrait être en danger au Real à force de faire des choses comme ça, comme contre Barcelone? C'est quand même incroyable ce qu'il a fait. Il a mis le doigt dans l'œil de l'adjoint de Guardiola. Il a fait des signes hein, qui ne se font pas. Par exemple, pour Messi, un geste, voilà. Vous pensez que Mourinho, c'est sa dernière saison au Real Madrid? Je pense que pour la première partie de ta question, Mourinho, c'est quelqu'un qui vit son match. C'est vraiment quelqu'un qui vit pour son club et quand il perd, il est très déçu, évidemment, c'est normal. Et ensuite, moi, je vois vraiment pas Mourinho Rester au Real. rester au Real, si, justement. Je le vois pas se faire virer. Ce serait bien pour le Real, d'ailleurs, qu'il reste avec un entraîneur de 3 ans d'affilée. Ce serait vraiment bien. Personnellement, moi, Mourinho, j'aimerais que ce soit sa dernière saison tout court. Parce que Ça, c'est dit cash. il m'énerve un petit peu et j'aime pas vraiment son style d'entraîneur ou comment il gère ses joueurs et surtout comment il respecte ses adversaires. Juste, moi, je pense que Mathias a tout à fait raison. C'est un salaud, entre guillemets, avec les autres entraîneurs et les autres équipes. Maintenant, aussi, pour moi, c'est le meilleur entraîneur du monde. Bon, moi, je l'aime plutôt. Il a un style particulier et voilà. Quand même, en 2004, il fait gagner la Ligue des Champions avec Porto. Ouais. Alors, gagner la Ligue des Champions avec Porto, c'est quand même un petit exploit, on va dire. Donc, le, le, Bar le Real et le Barça sont premiers. Ouais. Le troisième, Levante et quatrième, Malaga. Donc, c'est pour ça que je disais Malaga, la bonne surprise. Voilà. Et aussi pour dire quelques statistiques sur, par exemple, PSG-Lyon. Lors des 15 derniers matchs entre le PSG et Lyon, pour le PSG, il y a eu 4 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Et entre Tottenham et Arsenal, 15, dans les 15 derniers matchs aussi, Tottenham a fait 3 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Donc maintenant, on va passer à la page équipe, équipe de France et éliminatoire de l'Euro. Donc, on va commencer par le groupe A. Donc, c'est le groupe A, c'est le groupe de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne a encore gagné, comme d'habitude. T'as un truc à dire dessus, Mathias? Ah, pas du tout. Bah, l'Allemagne, C'est l'Allemagne. c'est l'Allemagne, c'est tout.
Il n'y a Ah. pas grand-chose à dire dessus. Une grande équipe de foot. avec, avec des buts de Gomez, Schweinsteiger Et Müller. et Müller. Ouais. Donc, victoire tranquille de l'Allemagne grâce à des buts voilà, de Müller et de Gomez. Et donc, dans le groupe C, l'Italie. On a fait match nul contre la Serbie, donc ils étaient déjà qualifiés, il n'y avait pas grand-chose à dire. Aussi, l'Estonie est allée gagner en Irlande du Nord. Et donc, ils sont passés devant la Serbie pour la deuxième place. Et même s'ils n'ont qu'un seul point d'avance, encore une fois, c'est une place pour les barrages. Il va jouer la dernière. Mais vu la Coupe du Monde, on va dire quand même un peu catastrophique qu'ils ont fait en Afrique du Sud, est-ce qu'ils peuvent prétendre à gagner le championnat européen? Bah, il n'y a pas vraiment de grand rapport entre le championnat européen et la Coupe du Monde parce que comme on a vu avec l'équipe de France 2006, on a fait une très bonne Coupe du Monde, mais après en 2008, non, même en 2008 quand on a fait n'importe quoi en championnat d'Europe, bon, même s'il y avait des grands joueurs qui sont partis comme Zidane, je pense que ça va pas changer grand-chose. Donc l'Italie va peut-être faire mieux, mais ça m'étonnerait qu'ils gagnent. Et ouais, d'accord. Ensuite, le groupe D, le groupe de la France. Alors, je pense qu'à ce moment, on vous montrera dans la vidéo l'entrée des joueurs. Il y avait eu, pour moi personnellement et Mathias, on était au Stade de France. Euh, on était au Stade de France, oui. Et on a quand même vu une bonne équipe de France qui marche. Moi, je disais que ils gagnaient, mais sans jouer en fait. Enfin, ils jouaient 5 minutes par match, peut-être. Et ça leur suffisait. Mais là, je trouve qu'ils ont quand même assuré bien le match en gagnant 3-0 avec un but de Malouda, Rémi et Réveillère. Je peux juste dire un truc. Oui. Moi, je pense qu'il faut pas du tout s'enflammer. En gagner 3-0 face à l'Albanie, qui est, je sais pas, 50e nation mondiale, façon de s'exprimer. Ah, si on gagne 3-0 en marquant des buts dans deux angles fermés où c'est à faute du gardien et une frappe de Malouda qui est quoi déviée, sinon le gardien là, c'est pas très brillant. Non, moi je pense que l'équipe de France, il y a du nouveau, il y a du bon, voire même du très bon. Mais faut pas s'enflammer sur ce match. Ah, je dirais que la prestation de Cissé à la fin du match n'a pas été extraordinaire. Oui, d'ailleurs, qui était appelé par tout le stade, hein, on l'a bien entendu. Mm. Et franchement, Pourquoi ouais, voilà, justement, bah, je pense parce que c'était quand même son retour en équipe de France. Nous, personnellement, on l'a pas vraiment appelé parce que je pense que les gens voulaient se remplacer Gomis, qui certes n'a pas marqué, mais a eu des occasions de but. Mais si c'est vrai qu'à la fin, quand il avait la balle, il faisait pas grand-chose. Cissé qui a entre guillemets déçu les supporters qui l'ont appelé. Après, il a remplacé Gomis qui a fait un match assez moyen. Excusez-moi les gars, mais bon, je vais dire ça, mais Gomis qui a fait un match moyen et qui a été plus fort en championnat que au match contre l'Albanie. Quelque chose à redire? Moi je pense que Cissé n'a pas déçu les supporters parce qu'il a eu que 10 minutes de temps de jeu. Non, je pense pas qu'il était acclamé parce que Gomis, parce qu'il voulait voir Gomis sortir, ça aurait été très bien pu être Rémi. Ensuite, moi, je comprends pas pourquoi les gens adorent Cissé. C'est vraiment un joueur que je trouve moyen. Voilà, je n'ai pas vraiment compris cette adoration du public du Stade de France. Il y a beaucoup. D'accord, et donc on reviendra peut-être sur l'équipe de France si on a quelque chose d'autre à dire. Les Pays-Bas qui se sont imposés 1-0, but de Huntelaar. On dirait qu'ils ont 1-0, c'est pas dans leurs habitudes. Ils ont pas joué le match en fait. Ils n'ont pas joué, ils sont déjà qualifiés, ils n'ont pas besoin de jouer ce match. Ah, par rapport à leur dernier match qu'ils ont gagné en 0, c'est sûr qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre, même en perdant ou en faisant match nul à ce match-là. D'accord. Juste pour dire un mot sur la Suède, parce que je rappelle que t'as les 8 premiers qui sont qualifiés et t'as le meilleur deuxième qui passe directement. Et pour le moment, bah, ce sera la Suède qui passerait directement parce que ce sont les meilleurs deuxièmes avec 21 points. Merci pour cette précision. Ensuite, la Grèce qui a gagné 2-0. La Grèce qui a gagné le championnat d'Europe 2004. Je ne vais pas dire quand même qu'ils sont même outsiders pour ce championnat d'Europe, mais on a vu qu'ils ont vraiment baissé de niveau après ce championnat.
d'Europe 2004. Est-ce que ça y est, ils peuvent se relancer un petit peu là? Moi, je pense que pour les championnats d'Europe, il y a 4 équipes qui sont On parlera de ça à la fin. vraiment. Moi, je pense que la Grèce, ils ont gagné 2-0 contre la Croatie, mais je trouve que c'est une très bonne équipe. Ils ont gagné hors finale dans la phase de groupe. Donc, ils iront premier, à mon avis. Je vois pas. La Grèce, c'est pas un outsider, c'est une équipe qui peut créer et qui peut faire un match super contre une équipe, vraiment bien les embêter. Mais maintenant, vraiment, si déjà ils vont en quart de finale de la Coupe d'Europe, c'est bien. Ok. Donc l'Angleterre qui a fait 2-2 contre le Monténégro. Ils assurent leur qualification. Oui, ils sont qualifiés, oui, c'est vrai. Pour moi, l'Angleterre, je pense qu'ils franchement, ils peuvent vraiment être un outsider sévère pour le championnat d'Europe. Bah, c'est vrai, ça peut être un outsider, mais ils m'ont vraiment déçu sur ce match où ils ont fait match nul contre le Monténégro. Peut-être qu'ils assuraient leur qualification, mais quand même, ils auraient au moins pu gagner. On est en Italie 90 plus 2. Franchement, quand même, quand on s'appelle l'Angleterre, quand on est un des plus grands pays d'Europe, qu'on ne gagne pas contre ce Monténégro, j'en avais jamais entendu parler en foot depuis 4 ans. Je sais pas, je connaissais pratiquement pas. Vraiment faire nul face au Monténégro. Alors là, vraiment. Moi, franchement, s'ils jouent comme ça, l'Angleterre, ils sont plus capables de se faire éliminer en phase de poule. Ok. Le Portugal qui a donné une fessée à l'Islande de 5-3. Une fessée, non. Si, quand même. Ils ont gagné ils ont 2 là- buts d'écart. C'est Oui. comme si tu gagnes 2 buts à 0. 2 buts à 0. Oui, c'est mais- pas une mais fessée. quand même. Quand on gagne 2 buts à 0, on se prend pas 3 buts aussi. Oui, voilà. Oui, mais quand même, on peut dire que le Portugal est offensivement très très impressionnant. C'est le club qui a mis, enfin, c'est le pays qui a mis avec la Bosnie le plus de buts de ce match. En même temps, moi je trouve que au Portugal, il y a 3 joueurs franchement qui sont vraiment exceptionnels comme Ronaldo, c'est un peu normal. Nani, et, je sais plus, oui bon voilà, j'ai oublié, mais ils sont pas, il y a quand même beaucoup de bons joueurs dans cette équipe du Portugal. Est-ce qu'ils peuvent faire l'exploit en gagnant le championnat d'Europe? Non. Adrien, tu te réveilles. Non, mais. Ils peuvent pas gagner le championnat d'Europe. Ça m'étonnerait qu'ils gagnent. Donc ils vont peut-être aller en demi-finale ou en finale. Ça dépend de le tableau aussi qu'ils auront. Et sinon, non, je pense pas. Et donc l'Espagne, 2-0. Face à la République tchèque, but de Mata et de Xavi Alonso. Encore une victoire de l'Espagne. Bon, la question c'est est-ce qu'ils peuvent faire comme la France dans les années 98? Moi, je pense que De gagner le l'Espagne, contrairement à l'Allemagne ou les Pays-Bas, c'est une nation qui descend, qui est en train de descendre, et qui a eu son heure de gloire à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Europe. Ils sont en train de vieillir et je pense que franchement, l'Espagne, quand on les jouera pour la qualification de la Coupe du Monde à Rio, moi, je pense que l'Espagne, je les vois faire une demi-finale sûre, mais je les vois pas aller en finale. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Adrien. Je dirais plutôt que l'Espagne, on va pas dire qu'elle descend, on va dire qu'il y a une baisse de niveau. C'est vrai qu'ils n'ont pas de jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, mais je pense que leurs joueurs du moment sont au même niveau qu'à la Coupe du Monde, donc après ils vont peut-être aller en finale. Je sais pas s'ils la gagneront, mais ça m'étonnerait qu'ils n'aillent pas en finale. Bon, moi je trouve que franchement, ils ont quand même des joueurs énormes dans cette équipe d'Espagne. Ils ont un jeu énorme aussi. Mais il leur manque peut-être un vrai attaquant en fait. Un vrai attaquant. Ouais, normalement. Enfin, il y a Villa quand même. David Villa, c'est quand même pas un mauvais joueur. Donc on va passer aussi au prochain match, les matchs du mardi. Donc l'Allemagne qui va jouer contre la Belgique. Oui, je sais En parlant de la Belgique, Eden Hazard a marqué son premier but en sélection nationale. Aussi la Russie jouera contre Andorre. Bon, Pas un match c'est pas le match de l'année. Ouais, l'Italie jouera contre l'Irlande du Nord. L'Italie est déjà qualifiée, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, de toute façon, moi, il y a quand même France-Bosnie, on en a pas beaucoup parlé, mais bon, c'est la finale du groupe. C'est peut-être le match où on commencera à avoir un petit aperçu de ce que sera l'équipe de France dans le futur.
Voilà, bah, y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Ensuite, Les Pays-Bas qui joueront contre la Suède une finale. Oh. oui, enfin, ils ne la joueront pas, ils ont 6 points d'avance, ils sont sur les qualifiés, ils s'en fichent un peu, on va dire. Moi, je verrais bien comme match intéressant le Portugal-Danemark, c'est les deux premiers du groupe H. Donc celui qui gagnera sera premier, l'autre sera barragiste. Donc c'est vraiment un match test pour le Portugal. Et ta question de la dernière fois, si le Portugal perd face au Danemark, qui est quand même une très bonne équipe. Alors le Portugal, ils font pas des très bons résultats. Coup d'or. D'accord. En parlant de ça, la Bosnie quand même a gagné 5-0 contre, contre le Luxembourg. Euh, contre le Luxembourg. Est-ce que est-ce que la Bosnie peut être la surprise du championnat d'Europe? La Bosnie, c'est une équipe qui a énormément de bons joueurs qui jouent dans des grands clubs. Pjanic à la Roma, Misimovic à Wolfsburg, Dzeko à Manchester City. Donc la Bosnie, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe, mais euh, ça peut être la surprise, oui, ça peut faire un bon résultat, oui, mais ça sera pas l'énorme surprise. Moi, franchement, au championnat d'Europe, je vois vraiment pas beaucoup d'équipes capables de faire une surprise cette année. D'accord. Et on va finir par vos deux favoris pour le championnat d'Europe, les deux qui seront en finale. Juste pour revenir sur le match Pays-Bas-Suède, moi je verrais plutôt un match nul ou une victoire de la Suède, parce que les Pays-Bas vont pas beaucoup jouer, et la Suède va essayer de récupérer encore 3 points pour être qualifié directement, comme l'a dit Adrien tout à l'heure. Oui, la Suède a intérêt à gagner. Et donc vos deux favoris, allez, on va dire trois favoris pour le championnat d'Europe, Adrien. L'Allemagne, les Pays-Bas et le troisième, je sais pas. Moi je dirais plutôt l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et peut-être la France ou l'Italie. Moi, moi, je pense que si l'équipe de France se réveille, ils peuvent aller vraiment très très loin dans ce championnat d'Europe. Mais sinon, je vois évidemment l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a vu, Mathias, tu as quelque chose à rajouter? Non. Il nous reste 4 minutes. Non, non, j'ai rien à rajouter. Adrien? Non, rien. Non. Donc voilà, Bah, donc rendez-vous la semaine prochaine, quoi. Donc pour notre première vidéo, voilà, ça s'est plutôt bien passé, hein. J'espère que ça va vous plaire. Alors, oui, Mathias, tu as un truc à Le départ a été compliqué, mais après, comme vous pouvez l'entendre, s'est calmé. ça s'est plutôt bien déroulé. Voilà. Donc, donc, mardi, si c'est possible, on en fera une avec Mathias sur le sport. Sur le sport, et si vous voulez un sport en... Coupe du Monde de rugby, quand même. Oui, Oui, on en oui. parlera bien sûr, mais si vous voulez qu'on parle d'un sport en particulier, bah, mettez-le en commentaire et on verra ça. Donc, c'est notre première vidéo, donc si vous voulez, abonnez-vous. Faites passer à vos amis, hein. Voilà. Donc voilà, avec Adrien la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, la première vidéo s'est bien passée, j'espère que ça vous aura plu. Donc Adrien, au revoir. Ouais, au revoir, ouais. À la semaine prochaine. Au revoir à tous et à bientôt.